Docteur Arndt, Frédéric Arndt, bonjour. 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 Bonjour André Berkoff. Dites-moi, bonjour et merci d'être là avec nous sur Sud Radio. On voudrait, plus généralement, on voudrait comprendre un peu, est-ce que vous trouvez que c'est plutôt sain ou plutôt pas très sain, on parle de santé, d'avoir cette polémique permanente et on a l'impression qu'à chaque fois que quelque chose se dit, ah non, il y a telle étude qui infirme, telle étude qui confirme. Alors, Discovery d'un côté, Protocole Raoult de l'autre, le Remdesivir qui a été, hier, on disait que c'est pas encore ça du tout dans les randomisés, le Canetra. C'est surtout, docteur Frédéric Arndt, est-ce que c'est une bonne chose de polémiquer en permanence dans le grand public, dans les médias, sur ces protocoles? Donc certainement que c'est pas une bonne chose au sens où on n'est pas des experts et que on demande aux citoyens de se positionner sur des choses où c'est compliqué de l'être pour lui. Donc moi j'interviens, je ne suis pas infectiologue, je suis pas spécialiste du Covid, je suis médecin anesthésiste et je travaille auprès de patients chroniques dans un centre de la douleur. Oui. Et ce que j'ai pu observer, c'est que le profil des patients que j'ai au quotidien, à ma consultation, sont des patients qui ont un terrain inflammatoire chronique et qui expliquent que ces patients tombent plus facilement dans la douleur et la fatigue chronique. Et au fil des semaines, cet événement Covid est passionnant. On se rend compte que les patients qui sont les plus graves, qui vont tomber, ont ce terrain inflammatoire sous-jacent, ce sont des patients des hommes, qui sont plutôt plus âgés et qui ont souvent un terrain métabolique avec un surpoids. Pour revenir aux études Discovery, les études Discovery ont été... il est légitime, de par nos professeurs, nos instances, nos hautes autorités de santé, de s'appuyer sur des études randomisées. Et c'est là toute la polémique autour de M. Raoult, qui très courageusement a voulu soigner et être efficace tout de suite et n'a pas fait d'études randomisées. Mais c'est compliqué de faire du randomisé quand on est dans l'urgence, c'est que on a une clairvoyance et une conscience et qu'on a vraiment l'impression d'aider et qu'on donne un traitement qui de toute façon est connu depuis longtemps et n'a pas d'effet indésirable. Quoi qu'il en soit, nos autorités de santé ne peuvent pas valider, et ça c'est normal, il faut des preuves, on doit avoir des articles et Discovery a toute sa place. Le souci de Discovery, c'est qu'il ne peut pas se positionner par rapport à ce qu'a fait M. Raoult, puisque Discovery s'adresse à des patients en réanimation. Et après, l'étude américaine, cette étude américaine, en effet, elle pose question, puisque c'est une étude qui a un niveau de preuve, un niveau 4, on appelle ça un grade C, c'est une étude rétrospective. Ça veut dire quoi, niveau 4? Non, mais c'est pas un bon niveau. C'est pas ce qui est un niveau de preuve le plus important. Et surtout, dans l'article, j'ai eu du mal à voir les critères d'inclusion et de non-inclusion. L'étude, clairement, n'est pas en faveur de l'hydroxychloroquine, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils nous disent pas s'ils ont inclus les patients à l'aveugle ou si le patient a dit « Ah ben moi, je suis très malade, donnez-moi l'hydroxychloroquine ». Si j'ai donné ce traitement à quelqu'un qui est très malade, forcément, il y a un biais d'inclusion. Donc, de toute façon, dans l'introduction, ils disent même que c'est une étude qui demande à être confirmée et qui ne peut pas influencer les pardon, Frédéric Arndt, deux questions. Elle n'a pas été homologuée encore puisqu'il n'y a pas eu le reviewing, vous savez, la revue par le comité de lecture en l'état. Donc, ça, c'est première chose. On ne peut pas se baser dessus, comme nos autorités de santé ne se basent pas sur ce qu'a fait M. Raoult, et c'est louable. Par contre, le souci, j'ai envie de dire, c'est de ne pas laisser la médecine de ville, les médecins traitants, faire leur médecine de terrain et pour aider leurs patients, puisque eux connaissent leurs patients, et éviter que ces patients ne s'aggravent et aillent à l'hôpital.
C'est ça, on a essayé, et franchement, il faut le dire, on a laissé la médecine de ville de côté pour le moment, en tout cas, en France. On ne les a pas inclus. Parce que, vous l'avez dit vous-même, on a commencé cette émission, nous sommes en guerre, disait Emmanuel Macron, nous sommes en guerre. Mais, et le maréchal Foch et les chefs de guerre, même Napoléon, rappelaient qu'en guerre, il faut y aller. C'est un art d'exécution. À un moment donné, vous êtes vous-même docteur sur le terrain. Et donc, il faut savoir ce qui se passe. Alors, vous dites que vous n'êtes pas, je vous demandez pas votre expertise d'infectiologue, je sais que vous ne l'êtes pas, mais au fond, les malades comme ça, qu'est-ce qui fait au fond que on ne peut pas attendre, je ne sais pas, je vous pose la question, est-ce qu'on peut attendre, visiblement ça va prendre encore beaucoup de temps, est-ce qu'on peut attendre les recherches, les études de partout sans faire quelque chose? C'est ça la question qui est posée aujourd'hui depuis 3 mois en tout cas. Alors on nous dit que Discovery, les essais vont sortir fin avril, mais quoi qu'il en soit, Discovery c'est sur des patients qui sont hospitalisés, qui sont graves, donc ils auront toute leur valeur, mais pour ces patients-là. Nous au CHU de Reims, quand je prends des gardes d'urgence en Covid, je suis bien sûr les recommandations des patrons d'infectiologie et je vois que ils introduisent de plus en plus tôt les traitements corticoïdes avec un très bon bénéfice. Parce que les patients qui sont hospitalisés sont forcément des patients plutôt graves. Les patients qui vont bien, on les laisse rentrer chez eux parce que l'hôpital est surchargé d'activité. Donc, les patients qui sont graves, le but de nos patrons, c'est d'éviter que ces patients s'aggravent davantage et aillent en réanimation. Et pour limiter l'orage cytokinique, l'orage inflammatoire, ils ont remarqué que en mettant très rapidement des anti-inflammatoires, des corticoïdes. Comme quoi, là, c'est quoi les anti-inflammatoires? Par exemple, qu'est-ce qu'ils mettent, des corticoïdes à forte dose. Ils mettent des corticoïdes à forte dose avec vraiment un bon bénéfice. Et Madame Banissal a fait une vidéo YouTube où elle explique bien ça, qui a été diffusée à toute la communauté de l'hôpital pour qu'on comprenne. Je pense qu'il est sûrement diffusé dans les médias. Et donc là, c'est toute la place. L'hôpital prend toute sa place et nos autorités de santé ont aussi toute leur place quand elles nous mettent en garde. Donc je comprends qu'elles mettent en garde une toxicité de médicaments qu'on utilise depuis 50 ans, sans souci. Moi, la chloroquine, et voilà, absolument. Je l'utilise pour, je le renouvelle. Vous l'utilisez vous-même? Patients. En douleur chronique, on l'utilise pour les patients qui ont des pathologies rhumatismales chroniques, des vascularites, certaines maladies auto-immunes. On ne sait pas trop comment ça marche. Quand je demande dans les réunions, ça marche comment? On est tous d'accord pour dire, ça a une action anti-inflammatoire. Après, est-ce que c'est l'action antiparasitaire qui fonctionne? En tout cas, ça fonctionne. Donc, on le donne. On ne sait pas comment, mais ça fonctionne. C'est ça. Ça fonctionne. C'est clair. Et on le donne au long cours et la toxicité, on surveille la toxicité rétinienne, mais on sait qu'à petite dose au long cours, il y a aucun risque. On surveille pas la toxicité cardiaque. Là, c'est vrai que M. Raoult demande de le mettre à un peu plus forte dose, mais sur un temps très court. Donc, et puis je pense que nos autorités de santé ont raison de nous alerter en nous disant c'est voué à être donné à beaucoup de monde. Forcément, le peu de toxicité cardiaque qui existe va émerger. Donc, je pense que la prudence, surtout si on l'associe à l'azithromycine, hydroxychloroquine comme azithromycine sont 2 médicaments qui peuvent avoir une action sur le QT, c'est-à-dire ralentir un petit peu la conduction. C'est au niveau de l'électrocardiogramme. C'est un petit morceau qui s'appelle entre l'onde Q et l'onde T. On appelle ça le QT. S'il est trop allongé, cet espace, les 2 drogues peuvent accentuer cet allongement et faire un arrêt cardiaque. Donc, en effet. Mais en même temps, mais la probabilité, elle n'est pas. Enfin, ce n'est pas le. Jamais on fait de bilan cardiaque d'habitude. Mais là, si ce médicament est donné à plus forte dose, et si surtout si c'est associé avec un autre comme l'azithro, il y a un risque quand même potentiel. Bien sûr. Et donc,
et demander qu'on fasse un ECG, c'est logique. Un électrocardiogramme, tout à fait. Non, mais le problème, c'est que ce qu'on ne comprend pas très bien, et je suis pas le seul, c'est qu'on renvoie dos à dos des études ou encore, si on parle du remdesivir ou du Canetra ou de l'opioïde, rien n'a été acté. Et d'un autre côté, un protocole, encore une fois, dont on ne dira jamais que tout va bien et que c'est un protocole formidable. Je parle du protocole Raoult ou autre, hein, mais que au moins il y a eu déjà des gens qui ont été traités et apparemment, en tout cas sur 3000 personnes, il n'y a pas eu un rejet massif. En tout cas, disons, les résultats sont plus encourageants que décourageants, je crois. C'est clair. Oui. Donc à l'hôpital et en ville, on n'a pas du tout la même patientèle, en tout cas en ce moment, hein, par rapport au Covid. Et je pense que le travail extraordinaire qui est fait à l'hôpital, il est légitime. Et eux, qu'ils essayent d'éteindre le feu d'une maison qui est en feu avec des grosses molécules, c'est normal. Par contre, qu'on laisse les médecins traitants en ville qui ont l'habitude de leurs patients, qui ont l'habitude de soigner le terrain, introduire des traitements qui sont pas des armes lourdes, mais qui sont plus un extincteur qui va éteindre le petit feu de départ, ça me semble aussi légitime. Les médecins connaissent les drogues. Après, on les alerte sur le fait qu'il faut être plus prudent si on le prescrit plus. Et bien sûr, ne pas encourager l'automédication. Ça reste un traitement sur ordonnance. Hein, ça, c'est évident. Les médecins sont compétents. Les médecins généralistes, ils ont une compétence qui est réelle. Et je pense qu'ils vivent très mal le fait qu'on leur enlève cette molécule. Et je les comprends, parce que c'est un extincteur de première ligne. Bien sûr, ça ne sera pas un extincteur en réanimation. Mais ça, c'est évident. Alors, Frédéric Carnes, je voudrais qu'on parle, c'est très clair. Non, mais ça a été très clair. Il faut savoir effectivement ce qu'on veut dans la vie et savoir que les médecins aussi sont responsables. Tous les médecins, d'ailleurs, on peut le dire, sont responsables et en dehors des conflits d'intérêts, qu'ils fassent leur métier, c'est ce qu'on attend d'eux. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de prévention et d'hygiène de vie. On en a parlé hier dans notre conversation. Frédéric Carnes, qu'est-ce qui vous paraît le plus important aujourd'hui, en attendant de savoir s'il y a remède miracle ou vaccin miracle, mais on n'en est pas là, loin de là, face à ce virus, face à cette pandémie? Donc, bien sûr, je ne dirais pas des recettes, voilà. On espère le remède miracle ou le vaccin miracle, mais le vaccin contre la grippe, on l'a toujours pas. Et le vaccin contre le sida, on l'a toujours pas. On l'a pas. Donc, on va qu'est-ce qu'on fait en attendant? Faire en sorte de ne pas arriver à ma consultation, c'est-à-dire de ne pas avoir ce terrain inflammatoire qui va faire que je vais tomber plus vite dans les symptômes de douleur chronique et de fatigue chronique. Quand on interroge un patient en consultation chronique, en fait, si on fait bien l'historique, on se rend compte que c'est pas un événement qui fait tomber le patient et qui le plonge dans la pathologie, dans la douleur, mais une succession d'événements au cours de la vie. C'est-à-dire que quand j'étais jeune fille, j'avais des règles douloureuses. Mais c'est pas grave, on a mis une pilule pour cacher ça. Et donc, je continue. Et puis, j'ai fait une péritonite appendiculaire. Mais c'est pas grave. J'ai juste abîmé mon microbiote pour très longtemps et la fois suivante, je vais pas y arriver. Ensuite, quand j'ai des tendinites très souvent. Je me suis fait opérer, j'ai fait une algodystrophie. J'ai une capacité de cicatrisation plus lente que les autres. C'est ça, l'algodystrophie. C'est pas grave, c'est rentré dans l'ordre. Mais le cumul de ces choses fait qu'un jour, quand la tasse sera pleine et que j'aurai moins de capacité d'adaptation, là, ce sera plus compliqué. Et parce qu'on a des ressources, l'être humain est fabuleux, il est plein de ressources. Donc peut-être éviter de tirer sur cette corde et de, un peu comme le jardin du jardinier, on peut mettre des engrais. Bien sûr que ça va pousser plus vite, ça va aller mieux. Puis mais il ne faut pas forcer. Mais le problème, c'est que si on en met trop, on sait qu'on appauvrit la terre. Et puis qu'un jour, si le temps est moins clément ou que j'ai pas les moyens de m'acheter mon fertilisant, là, je n'aurai plus rien. Et donc, l'être humain, c'est un peu ça. Je dis toujours à mes patients, c'est une entreprise, vous êtes chef d'entreprise. Et vous devez favoriser tout ça. Donc, dans la littérature médicale, on sait que, par exemple, le zinc a une action antivirale. Le zinc, ça s'achète en vente libre.
Ça s'achète sur Oui, ordonnance et c'est remboursé. Et ça, dans cette période, moi, j'en donne à tous mes patients. À partir du moment où un patient vient en consultation douleur, je en donne aux 2 intersaisons, qui sont les périodes où le système immunitaire est plus sollicité avec les pollens ou l'arrivée des virus à l'automne. La vitamine D, c'est le premier anti-inflammatoire, comme on pourrait le dire. Il a une action, c'est une vitamine, mais c'est aussi une hormone. C'est une action sur plus de 60 réactions enzymatiques. Oui, restez avec nous. On a une petite pause et on se retrouve tout de suite après la pause. Merci. Et nous sommes toujours avec le docteur Frédéric Arndt, anesthésiste, hypnothérapeute au CHU de Reims, notamment. Je voudrais juste continuer un tout petit peu, docteur Arndt, et puis on vous fera, si vous voulez, on fera appel à vous parce que c'est passionnant et surtout c'est très clair ensuite. Vous avez dit le zinc, vous avez dit la vitamine D, c'est ça? La vitamine D, voilà. La vitamine C, D, exactement. La vitamine D, c'est la base. Il faut avoir un taux. En fait, on se rend compte que les patients qui ont une pathologie chronique, les patients en surpoids, diabétiques, avec des maladies chroniques, ont une vitamine D qui est basse parce qu'elle est consommée dans les mécanismes inflammatoires. Donc, il faut vraiment veiller à avoir un taux de vitamine D suffisant. Et parfois, on n'absorbe pas bien les greffes. Et donc, même si on en prend, elle ne rentre pas vraiment bien. Donc, c'est important de contrôler ça. Le dosage n'est plus remboursé, mais ça coûte pas très cher et c'est bien sûr. Et donc il faut faire, en fait, il faut que chacun fasse de la prévention là aussi, même devant quelque chose d'aussi énorme que le virus, que le coronavirus, il faut penser à ça. Tout à fait. Il faut manger du vivant si on veut faire du vivant. La vitamine C, c'est une prévention de base. Les fruits frais doivent être consommés alors que les sucres industriels doivent complètement être limités. Les sucres industriels vont favoriser ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme. L'insuline est une hormone pro-inflammatoire, extrêmement toxique. Au même titre que la vitamine C, tout ce qui est polyphénol, il y a même certains articles qui disent que la quercétine qu'on va trouver dans certains légumes, fruits, donc les oignons, les capres, aurait une action sur ce fameux récepteur ACE sur lequel se fixe le virus. Après, les probiotiques, qui sont une barrière, c'est-à-dire que si je dis toujours à mes patients que les probiotiques, c'est quoi les probiotiques? C'est les gentibactéries. J'appelle ça des casques bleus, en fait, dans un pays. On va mettre une armée d'occupation qui s'appelle les probiotiques. Voilà. Et le fait de mettre cette armée d'occupation, il y a moins d'intrus qui vont pouvoir envahir le pays, sachant que les probiotiques vont jamais vous remplacer votre propre microbiote. On rentre là dans le monde du microbiote qui fait aussi beaucoup parler de lui en ce moment avec les bactériophages. Et donc, ça, on fera une émission spéciale là-dessus. Juste un mot, docteur Arndt. Juste un mot. Il y a une polémique sur les anti-inflammatoires qui favoriseraient le Covid, qui serait pas bon ou pas bon. Voilà. Donc ça, c'est important de revenir là-dessus. Vous avez raison parce que on a en effet dit que les anti-inflammatoires étaient mauvais. Ça peut abîmer le mucus, donc il faut absolument pas d'automédication. De même, les corticoïdes qui sont donnés en hospitalisation et en réanimation, si on les donne trop tôt, ça va favoriser le Covid. Ça ne peut s'entendre, ces traitements-là, que chez un patient qui a un emballement immunitaire et qui est grave. Et que sur conseil et sur ordonnance, ne jamais encore faire. Encore une fois, l'automédication n'a vraiment pas sa place. Le médecin traitant est vraiment le centre, le pilier pour conseiller. Il y a des moments où on va donner l'anti-inflammatoire et des moments où c'est vraiment contre-indiqué. C'est difficile. Et une bonne façon de moduler ça, c'est son hygiène de vie et avoir une alimentation, une hygiène de vie anti-inflammatoire. Un très bon anti-inflammatoire, par exemple, ce sont les poissons gras. Des sardines. J'ai un compte Insta et sur mon Instagram, je marque, je fais toujours des petites photos et je dis aux patients, vous voyez, il y a des livres qui vous donnent une alimentation anti-inflammatoire. Achetez ces livres-là. Je leur fais des photos, des huiles de poisson. Après, bien sûr, il faut boire. On est surpris de voir que les patients ne boivent pas 2 litres d'eau par jour. Il faut comprendre que nous sommes faits à 70% d'eau et si on veut qu'il y ait des échanges
électrolytique, eh bien, il faut ce support essentiel. De l'eau. Et enfin, de l'iode, les produits de la mer à petite dose, le sel iodé, c'est un anti-infectieux. On est étonné de voir les grosses carences qu'ont certains patients. Et la dernière chose, l'activité physique, le sommeil et la gestion du stress, par exemple, par la cohérence cardiaque. Merci beaucoup Frédéric Arndt, vraiment merci de ces renseignements précis et on fera, si vous voulez bien, appel à vous. Et en tout cas, vraiment, c'est très important. Les auditeurs du Sud Radio, tout le monde doit effectivement, si vous ne vous soignez, soignez-vous et le ciel vous soignera. Mais si vous ne vous soignez pas, même les médecins ne pourront rien faire pour vous. À vous de commencer. Merci encore.